Hello! Hello, hello. Je vous laisse vous connecter tranquillement pendant que moi je fais quelques petits réglages par rapport au soleil. Hem, J'espère que vous Bonjour. m'entendez bien. Bonjour. Je vous laisse juste me mettre dans le chat, un oui si vous m'entendez bien pour être sûre. Je vous laisse, Alors vous je vais connecter. On va passer, une petite heure ensemble. Alors j'espère que je ne je ne vais pas disparaître sous les rayons du soleil, mais on va pas se plaindre, hein, qu'il fasse beau. Je vous propose aussi, d'activer vos caméras, comme ça je me sentirai moins seule si vous en avez la possibilité et puis, par contre, pour le moment, de couper vos micros. Ça évitera, des brouhahas, alors hello, hello. Salut Cécile, Yo, salut Chloé, salut Fanny, salut Sandrine, hello Muriel, Emmanuel, Florence. Bon, bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live que j'ai décidé de faire sur le sujet de la QVCT, puisque vous savez que la QVCT, c'est le nouvel acronyme qui remplace du coup l'acronyme QVT, qualité de vie au travail. Donc là, c'est qualité de vie et conditions de travail. Ça me semblait important de faire un focus là-dessus, surtout à destination des personnes qui ont envie de s'impliquer dans le rôle de Chief Happiness Officer ou responsable qualité de vie au travail ou responsable expérience collaborateur, peu importe la terminologie. Mais voilà, ça me semble important de faire un focus dessus pour que du coup, dans votre démarche ensuite, si vous avez envie d'incarner cette posture-là en entreprise, que vous soyez quand même au fait de ce qui se fait déjà réglementairement parlant et puis que vous ayez une bonne vision aussi de tout ce que constitue du coup la QVCT pour voilà, avoir une meilleure perception de votre capacité à agir sur tous les champs-là et ne pas s'arrêter seulement aux dimensions un peu superficielles liées à la convivialité, etc., qui fait souvent sourire les gens par rapport à tout ce sujet de la qualité de vie au travail et du Chief Happiness Officer. Je veux bien, alors on va démarrer, là je vais vous faire un partage d'écran dans quelques instants en attendant que peut-être les dernières personnes arrivent, puisqu'il y avait un peu plus de 60 personnes inscrites. Je veux bien que vous me mettiez dans le chat où vous êtes et si vous êtes ou pas CHO en cours d'investissement sur ce sujet, si vous êtes responsable d'expérience collaborateur, si vous venez là juste à titre de curiosité. Alors, il y en a certaines que je connais, que j'ai beaucoup de plaisir à voir sur ce live, mais peut-être voilà, pour les autres, voilà, n'hésitez pas à me mettre sur le chat du coup d'où vous venez et où est-ce que vous en êtes là par rapport à votre cheminement. Baptiste, Wellbeing Coach, ok. Super. Alors, bienvenue aussi aux messieurs, hein. Je suis toujours très heureuse de vous avoir dans dans les lives et les événements que je propose. En grande majorité, c'est des femmes et j'ai encore du mal à me l'expliquer pourquoi, mais je suis toujours très heureuse d'avoir des hommes qui nous rejoignent aussi. Alors, exploration sur cette piste pour Fanny. Cécile, office manager formée en qualité de vie au travail, mais envie d'aller plus loin. Freelance basée dans les Hauts-de-Seine. Alicia, CHE depuis février. Super. Chloé, chargée de gestion dans des missions CHE depuis 2018. Région parisienne, poste de CHE non validé dans l'entreprise, mais où j'exerce les missions. Voilà, on en avait un petit peu parlé Marie-France ensemble. Alors il y a beaucoup de personnes, hein, qui œuvrent, qui ont les missions, d'un CHO sans être, officiellement, présentées, dans l'entreprise en tant que telle et c'est déjà très bien. Frédéric, Office et Happiness Manager. Maud, on ne se quitte plus. Oui, Maud, je te vois un peu trop souvent là ces derniers temps. Mais ça fait toujours plaisir. Je suis en Normandie et je m'intéresse à ce métier pour une reconversion pour Émilie. Katia, Office Manager, CHO, ok. Happy at Work auprès d'Annika Manson. Ok, d'accord, je vois. Je suis chargée de com interne pour Aurélie et je pense évoluer. Ok. Bon, bah c'est génial. Lynn, mission QST. Très intéressée. Bon, bah super.
Vous êtes nombreux, nombreuses en tout cas à œuvrer sur ce sujet. Alors, petite parenthèse avant que je vous partage ma présentation et que je rentre dans le vif du sujet. Si vous êtes CHO ou équivalent déjà en poste depuis plus ou moins de temps, je lance un appel. Vous savez que j'ai un podcast qui s'appelle Génération CHO. Et donc, si vous avez envie de partager vos actions, votre expérience sur ce sujet-là et être mon invité pour un prochain épisode du podcast, je serais très heureuse qu'on en parle. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter en privé sur ce sujet-là parce que je suis toujours à la recherche de personnes qui peuvent partager leur expérience aussi. Et même si vous avez une vision du CHO actuellement qui n'est pas forcément toute rose et d'ailleurs où il y a pas mal d'obstacles aussi que vous traversez, ça peut être aussi très intéressant à partager au travers du podcast pour montrer aussi l'envers du décor du CHO parce que forcément, c'est pas qu'un monde de bisounours. Françoise Duchesne, région parisienne. Oui, yes. Ok, merci pour vos partages. Alors, je suis très heureuse en tout cas de vous avoir sur ce live. Je vais essayer de finir dans les temps. J'ai pas mal de choses à vous partager. Je vais commencer la présentation sans plus attendre. Elle est là. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à intervenir sur le chat. Hop, voilà. N'hésitez pas à intervenir du coup sur le chat quand vous en aurez envie. J'essaierai de regarder régulièrement ce qui s'y passe. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble à l'occasion de ce live ensemble? Eh bien, comme je vous le disais, je vais faire un focus sur la QVCT parce qu'on en parle beaucoup. C'est du coup l'évolution de la démarche QVT. Donc, on va voir quels sont les principaux changements apportés avec ce nouvel acronyme. Et puis, on rentrera un petit peu plus dans le détail de concrètement, c'est quoi une démarche QVCT? Est-ce qu'il y a une recette idéale qui existe? Quels en sont les bons ingrédients, etc., etc. Et puis, on verra du coup comment, quand on est CHO ou équivalent, comment on peut se lancer dans une démarche QVCT et mettre toutes les chances de votre côté. Je me présente très rapidement. Donc, moi, je suis Julie Artis. Je suis facilitatrice en bien-être au travail. Donc, je fais des ateliers en entreprise sur des sujets divers et variés liés à la qualité de vie au travail. J'ai aussi le podcast Génération CHO, donc comme je vous le disais, où j'interviewe des personnes qui sont experts d'un sujet de la QVT ou qui sont acteurs du bien-être au travail dans leur organisation. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir aussi des inspirations, des exemples de façon d'œuvrer sur ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les épisodes. J'ai créé aussi la CHO Academy où je forme sur le sujet du CHO, j'en parlerai un petit peu à la fin. Et j'ai créé aussi les rendez-vous du bonheur à Montpellier. Si tout le sujet du bonheur citoyen, etc., vous intéresse, je vous invite aussi, je vous encourage à aller voir tout ce qui se passe du côté de la Fabrique Spinoza, qui est très inspirante sur ce sujet. Alors, moi, j'œuvre en qualité de bénévole pour la Fabrique Spinoza, à travers d'ailleurs un podcast notamment. Et puis, sur le sujet plus spécifique du CHO, je vous invite aussi à rejoindre le collectif humain des organisations. Alors, pour l'instant, il y a seulement la page LinkedIn, donc vous tapez collectif humain des organisations, mais on est en train de, on a plein de projets en tête, on est en train de construire ça petit à petit. Donc, si vous voulez vous sentir soutenu, rejoindre un collectif et puis avoir plus d'inspiration sur tous ces sujets liés à la qualité de vie au travail, ce sont des points de contact qui sont intéressants. Alors, Geneviève demande... Tac, tac. Pouvons-nous avoir accès à une copie des slides? Oui, je vous partagerai le replay et une synthèse de la présentation, bien entendu. Mais je vous invite aussi à prendre des notes et je le rappelle, et dans la mesure du possible, désactiver aussi toutes vos notifications pour ne pas être trop interrompu durant cette heure ensemble. Alors, moi, initialement, j'étais responsable marketing en entreprise pendant 8 ans et les derniers temps, j'avais développé cette fonction de CHO, d'abord en tant que salarié et puis ensuite, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Alors, aujourd'hui, je travaille pour pas mal d'entreprises de différents formats, de différentes tailles, de différents secteurs pour montrer que le sujet de la qualité de vie au travail, ça concerne véritablement tout le monde. Et donc, ne vous limitez pas, en tout cas, si aujourd'hui, vous avez envie d'attaquer un certain secteur d'activité, c'est ouvert à tout le monde. Et comme je vous le disais, j'ai le podcast Génération CHO, vous trouverez vraiment plein d'épisodes inspirants sur ce sujet.
qui vous donneront aussi de l'énergie, de la motivation et des idées pour œuvrer sur tout ce sujet. Alors moi, ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre au sujet du bien-être au travail, d'éveiller les consciences sur notre propre responsabilité à s'épanouir, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que ils n'ont pas d'autre choix que de subir un quotidien professionnel qui ne leur convient pas. Et j'ai du coup à cœur aussi de démocratiser ce rôle de CHO auquel je crois beaucoup, qui voilà, a fluctué, avait le vent en poupe un petit peu avant la crise, puis on n'en parlait plus trop, on recommence à en parler beaucoup. Donc, il y a vraiment une attention importante sur ce sujet-là et j'aime à croire que le CHO s'inscrira vraiment dans la durée et dans le futur du travail. Alors, la QVCT, de quoi parle-t-on ? Alors, je vais vous proposer une série d'affirmations. Alors, je vais essayer d'enlever cette petite fenêtre, mais du coup, là, vous ne me verrez plus si je l'enlève. Comment je peux faire ça ? Bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça pour le moment. Alors, selon vous, quelle affirmation est la plus juste ? Je vous invite à mettre dans le chat, alors j'aurais dû mettre des numéros, la 1, la 2, la 3 ou la 4. Est-ce que la QVCT, c'est une démarche qui ne touche pas vraiment le travail, mais plutôt l'ambiance au travail ? Est-ce que c'est plutôt une problématique qui incombe à 100% au collectif et à l'entreprise ? Est-ce que la QVCT, c'est concilier le bien-être des collaborateurs et la performance de l'entreprise, ou c'est un concept utopiste qu'il est impossible de concrétiser dans les faits ? Alors, je vous invite à mettre vos réponses dans le chat. Bon, et on est tous d'accord. Je vois 3, 3, 3, 3, 3 partout. Effectivement, la QVCT, c'est pas une démarche qui touche à l'ambiance du travail. Et malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'acronyme QVT a évolué vers QVCT. On va le voir, c'est parce que la QVT a souffert de pas mal de biais liés au baby-food, corbeille de fruits, etc. Ce n'est pas non plus une problématique qui incombe à 100% au collectif, à l'entreprise, et on verra que la notion de co-responsabilité est hyper importante. Sur le sujet de la QVT, QVCT, il y a cette dimension à la fois individuelle et collective qui est nécessaire de prendre en compte. Et si l'employeur a un devoir de proposer aux salariés un environnement où chacun peut faire son travail dans de bonnes conditions, le salarié aussi a sa propre responsabilité sur ce sujet. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas un concept utopiste. Et aujourd'hui, on a plein de leviers sur lesquels agir sur la QVCT et surtout plein d'indicateurs qui permettent de mesurer et de voir qu'il y a un retour sur investissement positif sur ce sujet du bien-être au travail. Alors, petit point de définition. Alors, cette fenêtre m'embête un peu. Alors, si quelqu'un a un tips pour je ne sais pas comment la réduire. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous propose, pour rentrer un petit peu sur un point de vue un petit peu théorique d'abord de la QVT et voir un petit peu sur les côtés législatifs, normatifs, etc. La définition de la qualité de vie au travail qui est la plus communément utilisée en France, elle est issue de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013. Et donc, il y a plein de définitions qui sont utilisées, mais une des plus communes, c'est celle-ci, qui dit que la qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de travail, la possibilité qu'elle offre ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance et dans le cadre de son organisation. Et donc, cette dimension, elle est intéressante parce que finalement, elle montre que la qualité de vie au travail, elle peut vraiment se voir comme un sentiment de bien-être au travail perçu à la fois collectivement et individuellement, qui ne va pas englober forcément que l'ambiance de travail, mais aussi les conditions de travail et le travail en lui-même. Et c'est un petit peu ça qu'on a oublié ces derniers temps. Il y a 3 champs d'action qui sont proposés par l'accord national interprofessionnel de 2013, qui est donc lié à 3 déterminants que vous voyez s'afficher ici sur ce slide. Le premier champ d'action, du coup, ça va être tout ce qui est lié aux conditions d'emploi et de travail. Donc là, on va s'interroger sur tout ce qui est environnement de travail, employabilité, les conditions de vie extra-professionnelles, etc. Il y a un deuxième levier qui va être tout ce qui est capacité d'expression et d'action. C'est pour ça que engager les collaborateurs dans votre démarche qualité de vie au travail, ça va être essentiel parce que il y a surtout les collaborateurs qui sont au plus proches de leur réalité, de leur perception de leur travail, de leur ressenti, etc. Et le troisième levier, ça va vraiment être lié au contenu du travail. Donc, est-ce que les collaborateurs ont suffisamment
d'autonomie? Est-ce qu'ils perçoivent l'utilité et le sens de ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a une vraie valeur qui est accordée à leur travail? Et ces 3 leviers-là vont constituer les champs d'action de la qualité de vie au travail, en tout cas définis par l'ANI de 2013. Alors, c'est important de se dire que c'est à chaque entreprise de s'approprier aussi la démarche et de construire sa propre définition, tout en gardant en tête, du coup, les 3 leviers que je vous ai montrés. Et puis aussi, se garder en tête qu'il y a un lien indissociable, on l'a vu dans le quiz que je vous ai proposé, entre la qualité de vie au travail et la performance des organisations. Et que finalement, une démarche qualité de vie au travail, c'est trouver un équilibre entre une dimension qui va être à la fois objective, liée aux conditions de travail, et à la fois subjective, c'est-à-dire le sentiment de bien-être perçu collectivement et individuellement. Et on verra après, dans les étapes pour lancer sa démarche QVT, comment du coup on peut arriver à mettre le doigt sur ces éléments-là. Et donc, une notion très importante à garder en tête sur ce sujet, comme je vous le disais, c'est que la qualité de vie au travail, il y a cette notion de co-responsabilité qui est très importante. Et ça aussi, c'est quelque chose à rappeler aux collaborateurs quand vous œuvrez, quand vous aurez l'occasion d'œuvrer en tant que CHO ou équivalent au sein de l'entreprise. L'idée, ce ne sera pas de dire aux collaborateurs que vous leur apportez tout ce dont ils ont besoin sur un plateau. Vous n'êtes pas là pour répondre à tous leurs caprices. Et c'est aussi à vous de poser des limites et de leur montrer que il y a cette notion de responsabilité du collaborateur qui est très importante à avoir. Quand je mets en place mes actions de qualité de vie au travail, alors je me base sur plein de concepts différents. Alors aujourd'hui, je fais un focus plus normatif par rapport à ce que propose l'ANACT et l'ANI, mais je me base aussi très souvent sur ce que propose la psychologie positive au travail. D'ailleurs, j'en parle pas ici, mais je vous renvoie aussi au modèle PERMA, PERMA de la psychologie positive qui propose 5 dimensions différentes pour œuvrer sur ces notions-là et qui peuvent aussi servir de plan d'action, à savoir que pour être bien au travail, on a besoin de développer des émotions positives, d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir du sens, se sentir engagé et s'accomplir dans ce qu'on fait. Donc tout ça, ce sont des dimensions sur lesquelles vous pourrez vous questionner pour mettre en place ensuite des actions. En tout cas, là, je voulais vous proposer ce concept-là qui est la fleur de l'ANACT. Donc, vous pourrez retrouver ça sur le site de l'ANACT, qui est l'Association nationale d'amélioration des conditions de travail, qui propose énormément de contenus gratuits et accessibles qui pourront aussi vous aider dans la mise en œuvre de votre démarche qualité de vie au travail. Et donc, je trouve que cette fleur de l'ANACT, elle est très intéressante parce que finalement, elle va permettre de travailler sur chaque dimension qui sont essentielles pour favoriser la QVCT. Et pas se concentrer simplement sur le bien-être, l'ambiance, etc. Et donc, on le voit, il y a des dimensions liées aux relations au travail, le climat social. D'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, le lien social, avoir des relations au travail qui sont harmonieuses est un des leviers majeurs de l'épanouissement au travail. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ces sujets-là de comment on peut créer un environnement de travail qui soit sain, où chacun déjà puisse être aligné entre ce qu'il est, ce qu'il fait, qu'il puisse communiquer de façon saine et harmonieuse avec les autres, en étant aligné sur ses valeurs, par exemple. Tout ça, ce sont des sujets qui sont hyper importants de travailler en entreprise. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au contenu du travail. Donc là, c'est pour faire face notamment à toutes les problématiques de perte de sens au travail, de manque d'utilité. Vous savez, c'est les nouveaux bore-out, brown-out. Et donc là, je vous invite à questionner aussi les collaborateurs sur tout ce qui est clarté du travail. Est-ce que les objectifs sont précisément donnés aux collaborateurs? Est-ce qu'il sait pourquoi il travaille? Est-ce que la vision est définie? Est-ce qu'il a le sens de ses missions? Est-ce qu'il a une certaine marge de manœuvre aussi? L'autonomie est très importante sur les questions de qualité de vie au travail. Donc voilà, tout ça, ce sont des dimensions très importantes sur lesquelles œuvrer. Il y a tout ce qui est question de santé au travail. Vous savez qu'aujourd'hui, même si au cours de la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de qualité de vie au travail, on s'est rendu compte que la santé des collaborateurs, c'était des enjeux de premier plan, mais paradoxalement, la détresse psychologique, elle a augmenté de façon flagrante. Donc aujourd'hui, en priorité, les grands enjeux RH et les grands enjeux pour un CHO, c'est de faire des actions de prévention pour la santé au travail, et notamment la santé mentale.
Même si la santé physique, elle est aussi importante, hein. La santé physique, ça va être par exemple proposer des ateliers de prévention sur tout ce qui est posture au travail, troubles musculo-squelettiques, etc. La prévention pour la santé mentale est aujourd'hui un enjeu de premier plan et là-dessus, vous pouvez proposer plein d'actions comme comment mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, développer sa résilience, mettre le doigt sur ses ressources personnelles positives au travail. Tout ça, ce sont des types d'actions que vous pouvez proposer auprès des collaborateurs. Ensuite, il va y avoir toute la question de compétences et parcours professionnels. Et là, c'est de vous demander concrètement comment vous pouvez accompagner le collaborateur dans toute son évolution au cours de sa vie dans l'entreprise, de l'intégration, c'est ce qu'on appelle l'onboarding, jusqu'à sa sortie de l'entreprise. Et donc là, ça, c'est aussi un travail à faire en co-construction avec le service RH si possible. C'est comment on va accompagner le collaborateur dans sa croissance, puisque vous savez que plus on accompagne les collaborateurs à grandir, plus ils vont permettre de faire grandir l'entreprise. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Il y a toutes les questions aussi d'égalité. Donc là, c'est l'équilibre pro-perso, etc. Ça, c'est des sujets aussi hyper importants à mettre en avant. Moi, je vous conseille, par exemple, vivement de co-construire avec les collaborateurs une charte du bien vivre et travailler ensemble. Ce sont des actions qui peuvent être hyper engageantes pour les collaborateurs parce que déjà, ça montre à l'entreprise qu'elle se soucie des collaborateurs et qu'elle veut les impliquer dans une démarche de bien vivre et travailler ensemble. Donc, vous pouvez proposer des ateliers réguliers sur ces sujets-là pour proposer aux salariés de partager, de voir concrètement quels sont les ingrédients pour eux du bien vivre et travailler ensemble, quels sont les ingrédients aussi d'un bon équilibre pro-perso, est-ce que c'est de la flexibilité dans des horaires, c'est proposer plus de télétravail, de mettre à disposition peut-être des tiers-lieux de travail qui seront tampons entre le domicile et le lieu de travail de l'entreprise. Voilà, tout ça, c'est aussi à travailler avec les collaborateurs, et on va le voir dans un second temps. Et puis, il y a tout ce qui touche aussi au management. Donc là, c'est une dimension qui est assez importante pour le CHO ou équivalent. C'est comment je vais co-construire aussi avec les managers une culture du travail qui va laisser la place à la confiance, à la reconnaissance. Toute la culture de la reconnaissance, d'ailleurs, est hyper importante. C'est comment je peux créer une culture du feedback positif. Et donc ça se fait avec les managers, mais aussi, c'est important aussi de sensibiliser les collaborateurs au fait que un simple merci pour un service rendu, etc., ça peut être très important en termes de bien-être au travail. Je parlais du lien social tout à l'heure comme premier vecteur de bien-être au travail. Le manque de reconnaissance au travail, c'est un premier indicateur du mal-être au travail. Donc, la reconnaissance, pour moi, comme la santé mentale, c'est un levier majeur sur lequel vous devez travailler. Et il y a plein de choses très faciles à mettre en place en psychologie positive sur le sujet de la reconnaissance. Par exemple, on conseille beaucoup de créer des rituels en entreprise où de façon ponctuelle et régulière, on va se retrouver le matin avant de commencer une réunion, le midi ou peut-être le vendredi pour finir la semaine et faire un partage des merci, des remerciements, célébrer les succès, peut-être imaginer aussi des grands tableaux noirs où chacun écrira des remerciements pour un service rendu, etc. Il y a plein de choses assez fun, légères et qui ne coûtent pas d'argent à imaginer sur ce sujet de la reconnaissance. Donc voilà un petit peu les différentes dimensions sur lesquelles vous pouvez agir et forcément, ces dimensions-là seront aussi à creuser par rapport au contexte de l'entreprise et par rapport aux besoins des collaborateurs, on va le voir. Et j'aimais bien cette citation du coup de l'ANACT qui disait « Il n'y a pas de qualité de vie au travail sans travail de qualité ». Et c'est pour ça que c'est important aussi, et c'est ce que l'acronyme, on va le voir, QVCT apporte, c'est que la qualité de vie au travail, elle est importante, mais se recentrer aussi sur le travail en tant que tel. Est-ce que les objectifs sont clairs? Est-ce que je me sens utile? Est-ce que j'ai du sens dans ce que je fais? Tout ça, ça va être des questions très importantes pour booster la qualité de vie au travail des collaborateurs. Alors, quelques idées reçues sur la QVT. Alors, j'aime bien dire que la qualité... Alors, je parle de qualité de vie au travail, mais bon, voilà, on ne va pas se perdre sur les acronymes, mais c'est se dire que c'est avant tout une intention. Quelle est l'intention que vous posez sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des objectifs précis sur lesquels vous vous engagez sur cette dimension qualité de vie au travail?
il est bon de rappeler et surtout de rassurer notamment les dirigeants que la QVT, ça n'est pas le bonheur au travail ni le bien-être au travail. Il faudra peut-être aussi que je propose un jour un live pour distinguer aussi ces différentes notions. On n'aura pas trop le temps aujourd'hui de les aborder. C'est pas forcément qu'à la charge du dirigeant, hein, on l'a vu, c'est une question de co-responsabilité. Et la qualité de vie au travail donc, ne se réduit pas au confort au travail avec des salles de poste, des fauteuils ergonomiques. On va vraiment s'attacher à la dimension liée au travail en tant que tel. Alors vous connaissez le fameux cliché sur le baby-foot hein, quand on parle de qualité de vie au travail. Et peut-être que pour nous, la définition qualité de vie au travail, elle nous semble claire. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'agissent pas sur le travail en tant que tel pour améliorer les conditions de travail parce que on s'attache à ces clichés, à des choses un peu liées à la convivialité, des choses qui peuvent paraître un peu superficielles, parfois par manque de connaissances, par manque de temps, par manque de moyens, enfin pour plein de raisons différentes. Et pendant très longtemps, on a parlé de qualité de vie au travail où on pensait en fait qu'aux éléments, on va dire, périphériques liés au travail. Et finalement, ça a desservi la démarche qualité de vie au travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce nouvel acronyme QVCT qui est arrivé, qualité de vie et conditions de travail, qui a été créé donc en 2020 pardon, dans le nouvel ANI, le nouvel accord interprofessionnel. Donc le fond, il reste sensiblement le même, hein, mais c'est la forme en fait qu'on va chercher à mettre en valeur en recentrant notamment sur cette notion de conditions de travail. Alors, dans les textes, il y a eu une loi qui a été votée en août 2021 qui a permis de renforcer la prévention en santé au travail. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, le terme QVCT, il a été adopté et il est intégré dans le Code du travail. Et ça, c'est hyper important. Et ça, depuis le 31 mars 2022. Et donc, cette notion-là de QVCT, elle a vraiment permis de réaffirmer que le rôle de l'employeur, c'est de proposer de bonnes conditions de travail, mais en s'attachant à la fois sur le contenu du travail, sur les conditions de travail et l'environnement de travail. Et du coup, j'espère, je ne sais pas si ce nouvel acronyme permettra de modifier en profondeur l'entreprise. Je l'espère. En tout cas, l'idée avec ce nouvel acronyme, c'était de clarifier davantage ce que comprend la qualité de vie au travail. En tout cas, j'espère que les entreprises pourront s'en saisir de façon plus intensive. Alors là, comme je vous le disais, ça c'est une information quand même assez importante, c'est qu'aujourd'hui, du coup, la QVCT est inscrite dans le Code du travail. Alors, je vous invite à aller voir, je vous partagerai du coup la présentation avec ces liens. Elle est inscrite dans le Code du travail et donc elle regroupe 8 thématiques. Alors tout à l'heure, je vous parlais des fleurs de l'ANACT, mais ces 8 thématiques-là aussi sont assez importantes et montrent qu'il y a des obligations qui pèsent pour l'employeur d'agir sur 8 sujets, à savoir l'articulation de la vie pro-perso, il y a tout ce qui touche à l'égalité professionnelle, comment lutter aussi contre les discriminations, il y a tout ce qui touche aussi la définition de régime, de prévoyance, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est l'exercice du droit d'expression des salariés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est majeur de questionner les salariés sur leur ressenti au travail et de les intégrer véritablement dans cette démarche de qualité de vie au travail. Là, on va le voir un petit peu. Alors, démarche QVCT, quelle est... Alors, est-ce que déjà, il y a des questions sur ce sujet Hop, je vais monter ça là. Je regarde. Est-ce que tout est OK pour vous par rapport à cette partie-là? Voilà, en tout cas, il faut vraiment retenir qu'aujourd'hui, c'est intégré dans le Code du travail. Il y a des obligations véritablement qui pèsent sur l'employeur sur ce sujet-là. Alors, la démarche QVCT, quelle est la recette idéale? Alors, forcément, je vous pose la question à vous d'abord. Quels seraient selon vous les ingrédients d'une bonne QVCT? Même si tout à l'heure j'ai abordé déjà quelques dimensions avec la fleur de l'ANACT, quels sont selon vous voilà, des ingrédients essentiels quand on veut agir sur la QVCT? Je vous laisse me mettre vos réponses dans le chat. Émilie nous dit une bonne communication, absolument. La communication, c'est essentiel, hein. La participation, écouter, la confiance. Oh là là, ça va vite.
La coopération des équipes, ouais, coopération des équipes, du coup, pour une bonne coopération, ça veut dire une bonne communication et ça commence aussi par bien se connaître, hein, la dimension connaissance de soi. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en entreprise, aider les collaborateurs d'abord à mieux se connaître pour savoir déjà de quoi ils ont besoin pour faire leur travail dans de bonnes conditions et puis ensuite avoir des relations saines les uns avec les autres. La communication non violente aide beaucoup sur ce sujet. Donc, je vous invite à sensibiliser les collaborateurs sur ce sujet-là. Laetitia, audit des salariés. Oui, absolument. Il faut commencer par poser la question aux salariés pour savoir de quoi ils ont besoin. Prendre le temps d'écouter les collaborateurs, absolument. Écoute et empathie, qui sont d'ailleurs la base de la communication non violente, hein. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, notamment pendant la crise sanitaire, que le rôle de CHO avait toute sa place parce qu'au-delà d'organiser des actions QVT, les collaborateurs avaient en priorité besoin surtout d'être écoutés dans ce qu'ils vivaient. Et parfois, être écouté, ce n'est pas forcément apporter des solutions, c'est simplement être là, avoir une oreille attentive. Et parfois, il y a beaucoup de collaborateurs qui ont juste besoin de ça. Et c'est pour ça que je vous invite aussi, dans les rituels à proposer en équipe, à instaurer des moments, c'est ce qu'on appelle les bulles d'oxygène, hein, parfois, c'est d'instaurer des cellules d'écoute régulière où on est juste là pour poser l'intention d'écouter l'autre et avec empathie et voilà, se retrouver et partager ses ressentis. Orlandro qui dit co-construction, le soutien, clarté sur la stratégie de l'entreprise, absolument. Partager une vision claire, c'est essentiel. Et du coup, ça, vous devez aussi sensibiliser le dirigeant sur l'importance de donner un maximum de transparence sur tout ce qui se passe dans l'entreprise et surtout rassurer sur le futur de l'entreprise. On travaille beaucoup sur la culture de l'entreprise, sur le fameux Big Why, la raison d'être, le grand pourquoi. Pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait, quelle est sa raison d'être et comment, du coup, chaque collaborateur peut aussi incarner cette raison d'être au travers des valeurs. Intégrer la stratégie de l'entreprise, empathie, collaboration, management bienveillant, stratégie proactive et non réactive, mission claire, intelligence collective et émotionnelle, absolument. Redonner de la place aux émotions aussi, c'est des actions sur lesquelles vous pouvez agir. Il y a plein de choses à faire sur l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, comment mener un audit des salariés, nous demande Alicia. Ça tombe bien, je vais vous partager ça dans la partie juste après. Accompagnement des collaborateurs. Oui, et le CHO a ce rôle-là vraiment très important. Il est là pour vraiment avoir ce rôle d'impulser la dynamique qualité de vie au travail, faire en sorte que chacun s'empare de ce sujet, mais aussi accompagner les collaborateurs dans tout ce cheminement. Alors attention, un CHO n'est pas un assistant social, hein. On n'est pas là pour avoir la porte toujours ouverte et répondre à toutes les doléances des collaborateurs, mais en tout cas, les accompagner au maximum dans leur parcours et être à l'écoute de ce qu'ils vivent pour leur apporter les solutions adéquates sans comme je le disais tout à l'heure, tout en posant ses limites et pas tout leur servir sur un plateau d'argent. Chloé, oui, Chloé nous partage la plateforme effectivement Supermood pour faire Alors, le Supermood propose des baromètres et propose des questionnaires assez ludiques, didactiques sur le sujet de la qualité de vie au travail, qui est assez intéressant. Alors, bon, c'est une solution du coup qui a un coût, mais si effectivement vous voulez ne pas avoir à construire au départ vous-même votre questionnaire, Supermood, il y a aussi la solution. Lucas, parce que Lucas, c'est l'ancien Bloom at Work, si je ne dis pas de bêtises, propose aussi des solutions assez intéressantes sur ces sujets-là. Elena, incarner des valeurs qui fédèrent une marque employeur positive, absolument. C'est pour ça que je vous encourage véritablement, en termes d'action, à travailler sur ces sujets de culture d'entreprise, comment je peux faire en sorte que la culture soit claire. Ça peut aussi être par commencer, par exemple, par créer un livre de la culture de l'entreprise que vous remettez par exemple en cours d'intégration aux nouveaux collaborateurs. Vous leur expliquez quelles sont les valeurs de l'entreprise, comment elles se vivent aussi au quotidien, comment chacun incarne dans son travail ces valeurs-là. C'est des choses assez impactantes et qui fait que chacun aussi s'engage dans l'entreprise. Alors, OK, merci pour tous ces ingrédients-là. C'est top. Alors, il y en a plein, hein. Et la question souvent qu'on me pose, c'est est-ce qu'il existe une recette idéale à la QVCT?
Et bien évidemment que non, il n'y a pas de recette magique. Ça va dépendre de l'organisation, de où est-ce que vous en êtes, des objectifs de votre démarche QVCT, des intentions aussi de la strate dirigeante. Donc, ça va être un petit peu à vous de faire cette recette idéale, même si on sait que, comme je le partageais tout à l'heure, il y a de grands sujets sur lesquels il faut travailler, comme la prévention pour la santé mentale et physique, les problématiques de confiance et de reconnaissance, l'environnement de travail, le contenu du travail. Tout ça, ce sont des sujets qui sont récurrents. Alors, sur les ingrédients que nous propose l'ANACT pour œuvrer sur ce sujet de la QVCT, eh bien, il y a ces dimensions-là. Il y a d'abord l'environnement physique du travail. Donc, c'est comment je vais pouvoir proposer des conditions matérielles qui sont adéquates pour les collaborateurs. Et ça commence tout simplement par avoir, par exemple, des outils logiciels informatiques qui fonctionnent bien. Hein. Vous savez que la première étape pour œuvrer sur la QVT, c'est d'abord de commencer par réduire les irritants, tout ce qui dysfonctionne. Et parfois, on s'aperçoit que ce qui nous empêche de faire notre travail dans de bonnes qualités, ça va être un ordinateur qui rame, des logiciels qui ne marchent pas bien. Ça peut paraître tout bête, mais ça peut véritablement nous perturber dans notre quotidien au travail. Donc, interrogez-vous sur toute cette sphère-là et peut-être vous demander quels sont les irritants dans cet environnement physique du travail qui peut être bon d'être amélioré. Ensuite, il y a toute la question des relations avec les collègues. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises déjà. Je vous invite vraiment à travailler sur toutes ces questions de comment développer l'harmonie au sein de votre entreprise, en par exemple sensibilisant sur toutes les notions de communication non violente. Il y a aussi sur la question des relations un outil qui est hyper intéressant, qui est peut-être que vous connaissez, ce sont les profils DISC. Ce sont des profils de personnalité établis par couleur. Ça, c'est des ateliers qui sont hyper sympas à faire chez les collaborateurs, qui déjà leur permettent à eux de mieux se connaître, de mieux connaître leur mode de fonctionnement et du coup d'agir dans une communication qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus alignée avec les autres. Tout ça, ce sont des outils qui sont hyper intéressants. Erika propose le MBTI absolument en complément du profil DISC. Ça, c'est des choses très, très chouettes à faire. Souvent aussi, je travaille... alors, ça, c'est plus quand je travaille sur comment explorer ses ressources personnelles positives. Je propose de faire le test des forces. Je ne sais pas si vous connaissez. Le test des forces, c'est proposé... Alors, je vais vous le mettre dans le chat. Je pense qu'on en parle tellement maintenant que beaucoup de gens connaissent. Vous pouvez le retrouver là-dessus. C'est un test qui est proposé en français. Alors, il y a plein de langues. Hein. Il faut choisir votre langue et vous irez sur viacaractère.org. C'est des choses très sympas à faire et qui permettent justement d'explorer ces notions un peu à la fois individuelles et collectives pour faire en sorte de communiquer de la façon la plus harmonieuse avec les collègues de travail. Au niveau de la hiérarchie aussi, c'est important et le CHO a un rôle très important en tant que médiateur. Parfois, vous savez, il y a un gros écart de perception entre ce que vivent les salariés et ce que perçoivent les managers, la direction, etc. Il y a des énormes écarts de perception parce que forcément, on n'est pas dans les mêmes réalités de terrain. Et donc, en tant que CHO, votre rôle de médiateur est hyper important là-dessus pour justement essayer de réduire les écarts et faire en sorte que des personnes qui n'ont pas forcément la même réalité du monde puissent réussir à mieux communiquer. Il y a tout ce qui touche du coup à la réalisation professionnelle et le sens donné à son travail. Donc, la quête de sens est aussi un sujet majeur sur lequel vous pouvez œuvrer. Et là-dessus, ça peut être hyper important de travailler avec les collaborateurs sur quelle est la valeur perçue de leur travail. Est-ce qu'ils se sentent utiles dans ce qu'ils font? Ça, c'est des questions qui sont posées. De quoi ils auraient besoin pour se sentir plus utiles? On s'aperçoit souvent qu'aussi entre les services, on ne se connaît pas. Donc, par exemple, vous pouvez proposer à travers une newsletter de permettre de faire des espèces de vie ma vie où vous présentez des personnes de telle ou telle équipe, des actualités de chacun des services. Vous mettez en place par exemple des vidéos où vous proposez aux collaborateurs de parler de son métier, pourquoi il aime faire ça, quelles sont les valeurs fondamentales pour lui. Et tout ça, ce sont des outils de communication en interne qui peuvent être très très riches à partager et qui du coup engagent les collaborateurs et font briller la culture de l'entreprise. Il y a tout ce qui touche aussi à l'équilibre entre la vie pro et perso.
Alors ça aussi, c'est un vaste sujet. En termes d'action là-dessus, comme premier atelier souvent pour éveiller les consciences à comment concilier vie pro, vie perso, je propose l'exercice des domaines de vie. Je ne sais pas si c'est un exercice que vous connaissez, mais on l'utilise beaucoup en coaching. Donc, vous taperez sur Internet l'exercice des domaines de vie ou roue de la vie. Et donc, ça permet déjà de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment on vit notre vie pro et perso aujourd'hui, et est-ce qu'il y a certaines dimensions sur lesquelles finalement on passe beaucoup de temps, alors que finalement, ce n'est pas notre souhait initial et on aimerait bien rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc, le domaine de vie, ça peut être des choses intéressantes pour sensibiliser. La mise en valeur et développement des compétences, donc là-dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'axe un petit peu RH et accompagnement à comment faire grandir le collaborateur. Ça peut être intéressant de lui proposer de se former. Vous savez que chaque année, on a droit les entreprises ont des comptes, des budgets de formation à utiliser. Donc, voyez aussi ce qu'il est possible de faire avec votre CSE, le RH, etc. sur tout ce qui est formation. Vous avez aussi le CPF qui permet de se former sur plein de sujets, mais tout ça, les collaborateurs n'en ont pas forcément conscience. Et on sait qu'aujourd'hui, se former, c'est hyper important pour continuer à développer son employabilité. Et donc, voilà, creuser vraiment ce sujet-là. Muriel demande: l'inclusion des personnes atypiques pourrait-elle être dans la sphère relations professionnelles et dialogue social? Oui, alors ça, c'est abordé dans le code du travail, dans la nouvelle norme QVCT du code du travail. Et effectivement, tout ce qui est aussi inclusion, puis prendre en compte les personnes, tous les handicaps, etc. Absolument, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Après, sur ces dimensions-là, à vous voilà, il n'y a pas de bonne façon de faire. Et oui, Muriel, tu peux tout à fait l'intégrer dans la sphère relations professionnelles et dialogue social. Après, il n'y a pas de bonne façon. À vous, après, de reprendre les bonnes pièces du puzzle et de les enchevêtrer par rapport au sens que vous vous y donnez aussi. Il y a tout ce qui touche les pratiques managériales et la communication sur la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est un rôle aussi majeur que doit avoir le CHO. Comment fluidifier au maximum l'information? Alors, on parle de communication interne sur la vie de l'entreprise, mais le CHO aussi a aussi le rôle de travailler sur la marque employeur. Donc, c'est concrètement comment développer l'attractivité de l'entreprise à l'extérieur. Et là aussi, il y a plein de choses à faire en termes de communication externe pour communiquer sur les réseaux sociaux et communiquer sur la culture de l'entreprise. Hop, je passe un petit peu. Donc ça, c'était une autre façon d'œuvrer sur ces différentes dimensions. Alors, des actions, il y en a plein. Si jamais, n'hésitez vraiment pas à me contacter par la suite. Et si jamais il y a des dimensions sur lesquelles vous avez vraiment envie d'œuvrer spécifiquement, que vous êtes en manque d'idées d'action, n'hésitez pas à me contacter pour voir si je peux vous proposer, vous donner des idées aussi là-dessus. Et donc, bien évidemment, pour porter ce sujet essentiel de la QVCT, qui de mieux placé que le Chief Happiness Officer, ou peu importe l'acronyme, comment on l'appelle, mais le CHO, il a un rôle essentiel. Aujourd'hui, je pense que le CHO, il faut vraiment le voir à titre comme n'importe quel chef de projet finalement qui va mener son projet dans une organisation. On a besoin de quelqu'un qui lance la dynamique. Pour moi, le CHO, c'est le chef de projet de la dimension QVCT. C'est essentiel d'avoir une personne référente en entreprise sur ce sujet-là, parce que sinon, qui va vraiment s'engager sur ce sujet-là? Et pour avoir une dimension pérenne sur la qualité de vie au travail, on a besoin d'une personne référente. Alors après, ce qui peut être aussi hyper intéressant et ce qui se fait de plus en plus, c'est de créer un comité QVCT. Alors, vous pouvez être du coup à l'origine de cette création et du coup, le comité QVCT, il est hyper intéressant parce qu'il va proposer à des personnes un peu pluridisciplinaires, de plein de services différents de l'entreprise, de plein de profils différents, de plein de strates différentes de l'organisation, de co-construire le plan d'action QVCT. Et ça, c'est hyper intéressant, ça renforce vraiment la dimension QVCT. Et donc, je vous invite, si vous en avez la possibilité, que vous avez
avez déjà identifié en interne d'autres personnes qui sont hyper intéressées par le sujet de la qualité de vie au travail, de voir si du coup, vous ne pouvez pas construire votre petit comité, soit à 2, soit à 3, soit à 4, soit avec plein de gens. La démarche sera d'autant plus forte et surtout, vous ne vous épuiserez pas aussi totalement sur ce sujet-là. Laetitia dit, je pense que c'est même essentiel pour faire vivre la QVCT. Ouais. D'ailleurs, sur le podcast, j'interviewe 2 personnes qui sont co-CHO. Elles ont pris le rôle de CHO à 2 et c'est une dynamique qui fonctionne hyper bien. Et en plus, on se rend compte que on n'a pas toujours les mêmes idées, on n'a pas aussi le même degré d'énergie selon les temps de vie en entreprise. Donc, être à plusieurs sur ce sujet, c'est hyper important. Et puis d'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir le CSE, la fonction RH pour en parler de ce sujet-là parce qu'on s'aperçoit souvent que quand on veut commencer à impulser, à incarner ce sujet de CHO tout seul, parfois, malheureusement, le CSE ou la fonction RH peut nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on leur pique aussi un petit peu la dimension, on va dire, la plus fun de leur rôle. Et moi, je vous invite vraiment à co-construire au maximum avec eux en les rassurant aussi sur le fait que, non, vous n'avez pas envie de vous accaparer ce sujet à vous tout seul et au contraire, vous avez envie que cette démarche, elle soit vraiment faite dans la co-construction parce que c'est la garantie d'une démarche pérenne et réussite surtout. Hop, j'avance sur mes slides. Oh, le temps passe. Alors, j'accélère un petit peu. Alors, comment se lancer? C'est surtout ça que je voulais vous partager. C'est un plan d'action en 3 étapes. Alors, bon, les débats stériles sur le CHO, je pense que vous les connaissez tous et je ne vais pas y revenir là-dessus. Le CHO aujourd'hui, comme je vous le disais au début, il a vraiment montré sa force. On en parlait beaucoup vers 2015-2016, quand moi, d'ailleurs, je me suis lancée. Après, on l'a beaucoup décrié parce que ça souffrait de beaucoup de clichés. Il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément formées. Il y avait beaucoup de stagiaires qui prenaient ce rôle-là. Et qui ont du coup un peu décrédibilisé la démarche, même si faire des actions de convivialité, déjà, s'il n'y a que ça, c'est déjà très bien, c'est mieux que rien. Mais voilà, je vous engage vraiment à réfléchir vraiment sur le contenu même du travail et toutes ces dimensions périphériques du travail. Ça va vraiment vous permettre aussi de légitimer, d'apporter du sérieux à votre démarche QVT. Et donc, la crise, elle a été hyper positive parce qu'elle a montré qu'on avait besoin d'une personne qui soit à l'écoute des salariés, qui soit référente de ce sujet-là pour impulser la démarche. Et je vais avancer un petit peu pour du coup vous partager donc les étapes clés d'une démarche QVCT. Alors très rapidement dans le chat, est-ce que vous savez quelles sont les étapes essentielles pour lancer une démarche QVCT? Vous commenceriez par quoi si vous deviez le faire, ou peut-être que vous avez déjà commencé? Quelles ont été vos premières actions pour lancer votre démarche QVCT? Maud nous dit un audit. Ouais. Est-ce que d'autres ont des idées sur ce sujet-là? Discussion avec le dirigeant, écouter les besoins des collaborateurs, rencontrer chaque salarié. Ouais. Bon, effectivement, l'enjeu d'être à l'écoute, ça va être essentiel. Ouais. Alors, là-dessus, on va le voir, hein, le côté audit, en fait, il doit toucher tout le monde. Il y a les collaborateurs, les managers, les dirigeants, etc. J'avais vu quelqu'un publier aussi, c'était un dirigeant qui avait demandé directement aux collaborateurs d'avoir un feedback de ce que les collaborateurs pensaient du dirigeant, parce que lui, il voulait vraiment s'améliorer. Donc là, c'est vraiment l'idéal si le dirigeant est prêt à accepter aussi tous les feedbacks des collaborateurs pour évoluer. Donc, les échanges, ça va être hyper important. Alors, la première, hop là, aïe, aïe, aïe. Voilà. La première étape, tac, je vais enlever ça comme ça, je vais y arriver. La première étape, bien évidemment, ça va être ce qu'on appelle la phase de cadrage. Pour savoir où on souhaite aller, mais surtout d'où on part, il faut poser le contexte. On a besoin de mettre le doigt sur ce qui dysfonctionne, sur les irritants, sur ce qui ne va pas, mais aussi se rendre compte de toutes les choses qui vont bien pour pouvoir se lancer dans la démarche. Donc, je vous invite vraiment d'abord à définir les objectifs de votre démarche QVCT. Pourquoi vous y allez? Est-ce que votre problématique, c'est par exemple réduire le turnover, améliorer la confiance, favoriser plus d'engagement et de motivation des collaborateurs? Est-ce que vos enjeux de QVCT,
c'est aussi pouvoir recruter davantage de personnes et donc attirer de nouveaux talents. Il peut y avoir 1000 façons d'œuvrer sur la QVCT. Mais je vous invite vraiment à vous questionner sur quels sont vos objectifs parce que c'est aussi ça qui va déterminer vos actions et surtout les indicateurs que vous allez pouvoir mettre en place pour mesurer les actions que vous mettrez, que vous proposerez. Donc, la démarche, là, je vous ai mis, elle peut être conduite dans des contextes différents. Bien souvent, on se questionne sur ces sujets-là dans le contexte de transformation organisationnelle. On se questionne quand il y a aussi beaucoup de dysfonctionnements en entreprise, quand il y a aussi des nouvelles négociations. Moi, vraiment, je vous conseille, le problème, c'est qu'on s'intéresse, j'ai l'impression qu'on s'intéresse souvent à la qualité de vie au travail quand on se rend compte que le climat social, il commence à partir un peu en vrille, qu'il y a de plus en plus de dysfonctionnements. Et notre rôle à nous, en tant que CHO, c'est au maximum de faire de la prévention. La qualité de vie au travail, elle doit être préventive en priorité. Limite, quand le mal-être il est déjà installé, quand la détresse psychologique elle est déjà trop présente en entreprise, à ce moment-là, ce n'est plus du ressort du CHO, c'est vraiment, là, il s'agit de faire appel à la médecine du travail, à des psychologues du travail, etc., pour réduire vraiment ce climat social qui est de plus en plus lourd. Mais notre rôle, avant tout, à nous, il est vraiment préventif. Donc ça, il y a cette phase de cadrage. Ensuite, la phase de diagnostic. Et tout à l'heure, on me posait la question de comment faire un bon diagnostic. Le diagnostic, il est essentiel. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Je vous invite vraiment à réfléchir à la fois au quantitatif et au qualitatif pour recueillir les ressentis des salariés. Ça peut se faire de deux façons différentes, soit au travers d'entretiens qu'on appelle entretien exploratoire, donc avec les collaborateurs, soit en one-to-one, soit au travers de petits ateliers que vous allez proposer en utilisant certains codes de l'intelligence collective, et aussi à côté en proposant des questionnaires qui vont être là plutôt quantitatifs pour interroger les salariés. Je vous invite vraiment les questionnaires à les faire de façon anonyme. Ça, c'est important. Sur les entretiens exploratoires, si vous proposez de faire des ateliers, par exemple, avec les collaborateurs, je vous invite aussi à ne pas mélanger les collaborateurs, des managers, des dirigeants, etc. Ça permettra que la parole se libère plus facilement et que les gens s'autorisent à partager concrètement ce qu'ils vivent. Et du coup, il y a un outil sur lequel… Alors, si vous allez sur le site de l'ANACT, l'ANACT propose… des exemples de questionnaires préparatoires qui sont hyper intéressants. Et il y a l'INRS qui a lancé un outil qui s'appelle Faire le point. Alors, soit je vous partagerai le lien dans la présentation, ou vous pouvez aller voir sur l'INRS en tapant Faire le point. C'est un questionnaire qui peut être hyper intéressant, qui peut soit être envoyé directement aux collaborateurs, soit vous pouvez vous en inspirer pour créer votre premier questionnaire. Ce que je vous conseille, en tout cas au départ, c'est de partir sur du simple. Pas trop de questions. Déjà, vous, écoutez-vous aussi par rapport peut-être aux dysfonctionnements que vous aurez cernés et sur les sujets sur lesquels vous aurez identifié qu'il est nécessaire de travailler. Mais partez sur quelque chose de simple. Il y a beaucoup d'entreprises au départ, on parlait tout à l'heure du questionnaire de Luco ou de Bloom at Work, etc. Un Google Form, ça peut amplement suffire au départ. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de simple qui ne vous coûte pas non plus trop d'argent, qui ne va pas non plus vous demander trop de temps pour décortiquer les résultats, etc. et qui vous permettra déjà d'avoir une bonne tendance des sujets sur lesquels il faut œuvrer. Et le troisième point, c'est de lancer. Donc là, allez voir, faire le point de l'INRS. En tout cas, ça pourra vous inspirer sur les questions à poser aux collaborateurs pour constituer votre questionnaire. Et ensuite, lancer votre plan d'action. Et donc, cette phase, elle fait suite au diagnostic et à tous les points forts et faibles que vous aurez identifiés. Là, ça va être de définir les axes de travail en gardant en tête que rien n'est figé. Une démarche QVCT, c'est une démarche qui évolue continuellement avec le temps. L'idée, c'est d'adopter vraiment une méthodologie test and learn, tester plein de choses, mesurer, vérifier si ça fonctionne ou pas, réajuster par rapport aussi au ressenti des collaborateurs. Et là, l'idée, c'est vraiment surtout de prioriser. Quelles sont peut-être les 3 actions les plus prioritaires, concrètes, rapides et faciles à mettre en œuvre que vous pouvez commencer à proposer dans votre démarche qualité de vie au travail.
Et puis, surtout, aussi mettre en place les bons indicateurs pour pouvoir mesurer derrière et montrer à votre direction que c'est une démarche qui est ancrée, qui est solide et qui a des retours sur investissement qui sont positifs. Alors, pour peut-être terminer, je voulais vous partager cette citation que j'ai reprise du dernier épisode que j'ai fait avec un psychologue du travail que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller écouter cet épisode où il parle de souffrance au travail notamment. Et il dit donner un travail qui a du sens, des conditions de travail qui sont faisables. Ça, c'est essentiel quand on veut mener la démarche QSCT. Et si les conditions de travail ne sont pas faisables, il faut donner la possibilité aux équipes de pouvoir s'exprimer sur les difficultés et leur donner la possibilité de modifier le contenu de leur travail. Il est là notre rôle, en fait. Du moment où un travail est de qualité, vous mettez un Chief Happiness Officer par-dessus et vous avez la meilleure boîte du monde. Par contre, si c'est une fonction mastic, j'ai fait une petite faute, essayez de combler un peu les trous, ça ne va pas marcher. Donc, un CHO, s'il est là pour juste être posé en guise de patch, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel au départ de prioriser, de vous interroger sur les dysfonctionnements et de façon régulière, ça je l'avais mis dans le slide précédent, mais d'essayer autant que possible d'organiser dans l'entreprise des temps d'échange réguliers à propos du travail pour permettre aux collaborateurs de façon régulière de s'exprimer et aussi de leur apprendre à apprécier ce qui fonctionne bien aussi dans l'entreprise parce que vous savez, on est des éternels insatisfaits, on est des éternels râleurs et aussi il est important de les aider aussi à mettre le doigt parfois sur ce qui fonctionne bien. Et là-dessus, je vous conseille aussi d'aller creuser le côté démarche appréciative qui est un concept très intéressant pour apprendre, pour travailler aussi sur tout ce qui est appréciation de ce qui va bien et comment faire en sorte de les amplifier. Hop. Alors, je regarde vite fait sur le chat. Le temps passe. Combien de temps cela prend en général les étapes précédentes pour une entreprise de 50 salariés environ? Alors, il n'y a pas de timing réglementaire. En fait, ça va dépendre déjà de votre capacité à faire passer le questionnaire, à réaliser vos entretiens en one-to-one, à organiser les ateliers collectifs si vous en organisez, à ensuite faire une synthèse de tout ce qu'il en ressort et d'établir votre diagnostic. Donc, il n'y a pas de temps particulier. En tout cas, je vous recommande, si c'est pour 50 salariés environ, selon moi, c'est tout à fait faisable en l'espace de 3 mois maximum. Et surtout, je vous invite aussi à communiquer aux collaborateurs la synthèse de tout ce travail-là. C'est hyper important. Ils auront le sentiment de ne pas avoir contribué pour rien. Un maximum de transparence sur toute l'élaboration de votre démarche qualité de vie au travail, ça va être vraiment déterminant aussi pour l'engagement des collaborateurs à vos actions. Voilà. Bon, alors je vais passer rapidement, peut-être s'il y a des questions, je vais prendre les questions. Je voulais évoquer un petit peu la partie CHO à la fin, mais bon, de ce que j'ai cru comprendre sur le chat, vous êtes assez engagés sur tout ce sujet-là. Hop là. Mon slide ne marche plus. Voilà. Bon, en tout cas, le CHO, je vous invite vraiment à incarner ce rôle-là si vous avez vraiment déjà envie de vous challenger dans votre contexte professionnel, ajouter une nouvelle corde à votre arc, d'avoir un impact positif aussi sur votre entreprise. Et puis, ça, c'est à titre personnel, hein, même si le CHO, ce n'est pas facile tous les jours, que parfois on peut se prendre beaucoup de barrières, d'obstacles, etc. C'est en termes de sens au travail, c'est très, très impactant. Moi, je sais que depuis que j'ai décidé de m'investir sur ce sujet-là, ça a vraiment transformé ma vie positivement. Donc, je vous invite vraiment à voir déjà dans votre entreprise, si c'est possible, que vous développiez ce rôle-là. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Un CHO, pour moi, c'est très important qu'on reste aligné avec qui on est. C'est pour ça que je vous invite aussi à développer ce rôle-là par rapport à votre personnalité
personnalité et la façon que vous voulez l'incarner. Il y a peut-être des sujets à vous qui vous touchent personnellement. Peut-être que vous avez davantage envie d'agir sur tout ce qui est émotion. Peut-être que vous avez déjà vécu l'épuisement professionnel, le burn-out et que peut-être que vous avez envie de sensibiliser sur toutes les questions d'équilibre pro-perso, de conciliation de temps de travail, etc. Donc, à vous vraiment aussi de personnaliser ce rôle-là par rapport à qui vous êtes et bien évidemment après par rapport aux objectifs de l'entreprise. Et puis si vous êtes intéressé par ce rôle-là, que vous souhaitez aller plus loin, que vous souhaitez explorer davantage du coup toutes les dimensions que je vous ai proposées là, il nous faudrait des heures et des heures pour partager toutes les actions, mais sachez qu'en tout cas, je propose une formation sur ce sujet au travers de la CHO Academy. Je passe là les différents modules, mais vous aurez accès à toutes ces informations-là dans un mail avec le replay et la présentation. Et je lance une dernière session qui aura lieu du coup lundi prochain. Donc, c'est une dernière session avant une longue pause, voilà, et peut-être une évolution à l'automne à voir. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous aventurer sur ce sujet-là, puis vous préparer aussi pour la rentrée avec votre plan d'action QVT, bah, je vous invite à rejoindre cette dernière session lundi prochain. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Je limite chaque session à 8 personnes. Donc, il reste encore quelques places là-dessus. Donc, n'hésitez pas, je clôture les inscriptions en fin de semaine. Et puis, surtout, alors en bonus, je vous offre aussi une formation qui s'appelle Happiness Booster qui permet de travailler sur ses propres leviers au travail. Alors là-dessus, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme pour vous lancer. Vous l'avez compris, vous n'avez pas besoin d'être expert de la QVCT pour agir. Tout commence par un diagnostic et poser la question aux collaborateurs. C'est eux qui vous donneront les premières dimensions sur lesquelles il faut agir. Ne vous comparez pas aux autres aussi. Il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de meilleure façon de faire, il n'y a pas de recette magique. Ne cherchez pas à être aimé de tout le monde. Vous serez toujours critiqué ou en tout cas commenté dans les actions QVT que vous mènerez. Il y a toujours des gens qui seront perplexes sur ce sujet. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc, ne prenez pas les choses personnellement. Ne remettez pas aussi en question votre légitimité si tout ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit, une démarche QVCT, c'est du test and learn. On teste, on apprend, on ajuste, on évalue, on réajuste. C'est ça en permanence. Et puis, surtout, modeler votre démarche QVCT par rapport à qui vous êtes, ce que vous avez envie d'incarner, de partager, etc. Et puis, il y a la question de légitimité qui revient aussi beaucoup. Si déjà vous êtes là à ce live, c'est parce que vous êtes pleinement légitime pour œuvrer sur ce sujet-là. C'est parce que je suis certaine que vous avez envie de contribuer positivement à votre entreprise, d'aider les collaborateurs à se sentir bien. Peut-être que vous avez vous-même vécu de l'épuisement professionnel et vous n'avez pas envie que ça se reproduise et vous avez envie d'aider les autres du coup à construire cet environnement de travail qui est plus positif. Donc, vous êtes toutes et tous légitimes sur ce sujet-là. Hop, je clôture le partage. Il est midi tout pile. Je suis passée très, très vite. Merci Elena pour le partage du lien. Vous retrouverez effectivement la formation si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes que je connais sur ce live qui ont participé à la formation et je suis vraiment hyper heureuse à chaque fois de vous accompagner sur ce sujet-là. Moi, ma posture de CHO, elle évolue aussi avec le temps par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je vois des entreprises qui s'y passent, le monde du travail, les nouvelles attentes aussi des collaborateurs qui évoluent beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Merci. Muriel, tu peux reprendre ton souffle. Oui, je voulais finir dans les temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que c'était clair, j'espère que je ne suis pas passée trop vite. En tout cas, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la QVCT aujourd'hui, elle nous invite à se recentrer sur le travail en tant que tel et pas que les événements périphériques du travail comme l'environnement, l'ambiance, etc. Donc voilà, travailler vraiment sur ces questions de sens au travail, utilité du travail, la reconnaissance au travail, la confiance, l'autonomie du travail, tout ça, c'est des sujets qui sont hyper, hyper, hyper importants.
Bah, merci pour vos merci dans le chat. Écoutez, en tout cas, j'ai eu grand plaisir, à vous partager, ça. Je pense que, dorénavant, il faudrait que je prévoie beaucoup plus de temps sur les lives. Je vais faire des lives d'au moins 1 heure et demie parce que il y a plein de c'est très frustrant pour moi, il y a plein de choses à partager. Mais en tout cas, je reste disponible si vous avez, des questions. Je serai très heureuse, que ce soit formation ou pas formation, n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions, je serai très heureuse de vous aider, de vous permettre d'évoluer un petit peu plus, d'avoir un peu plus de clarté. Et puis, bah, surtout, croyez en vous. En fait, on a besoin d'acteurs comme vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui dans les entreprises. Incarner ce sujet, véritablement, la souffrance au travail, elle est encore beaucoup trop présente. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mon dernier épisode de podcast avec Maxime Bellego, qui a écrit un livre qui est passionnant sur la souffrance au travail, où il a notamment vécu à l'époque la vague de suicide à France Télécom. Donc, il a vécu tout ça en interne et il en parle très, très bien. Et aujourd'hui, je ne comprends pas comment en 2022, quand tous les indicateurs sont au vert, qu'on sait qu'aujourd'hui, une démarche QVCT, ça fonctionne et c'est du gagnant-gagnant pour les collaborateurs et l'entreprise. Je ne comprends pas encore pourquoi tout le monde ne s'engage pas sur ce sujet-là. Mais bon, ça évolue quand même positivement. Merci en tout cas pour tous vos merci. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vous laisse aller déjeuner ou vaquer à vos occupations. Je vous envoie un petit mail récapitulatif avec la présentation et puis tous les bons liens. Je reste à votre disposition et si vous êtes CHO et que vous avez envie d'être mon invité sur un prochain épisode, contactez-moi s'il vous plaît. Je serai très heureuse de vous avoir comme invité, de vous donner la parole. C'est hyper important qu'on partage aussi les différentes perceptions. Merci à tous. Merci pour vos partages sur le chat. C'était chouette. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis impactez à votre mesure le monde du travail de la façon la plus positive possible. C'est important. À très bientôt. Au revoir.